Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo s'adressera davantage à mes collègues chirurgiens. Elle serait particulièrement destinée aux jeunes collègues qui ont commencé à pratiquer ces chirurgies d'agrandissement du pénis et qui ont acquis de l'expérience. Bien sûr, les patients peuvent également les regarder. Notre sujet, je vais regarder le cahier car j'y écris les grandes lignes. Ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire pour éviter d'avoir des ennuis avec les patients. Maintenant, il est nécessaire de rester à l'écart de certaines choses dans la chirurgie d'agrandissement. Il faut faire attention à certains points. Si vous êtes surpris par ces choses dont je vais vous parler, c'est qu'il est probable que vous aurez des problèmes. Pourquoi je parle si clairement? Parce que nous pratiquons ces chirurgies depuis 2004. Nous les pratiquons intensément. Nous enregistrons des vidéos de ce qui se passe durant chaque opération depuis 2011. Malheureusement, je n'ai aucun enregistrement vidéo des opérations précédentes. J'ai eu tellement d'expérience avec les commentaires des patients et leurs plaintes que vraiment je me considère éligible pour faire un tel recueil. Tout d'abord, j'expliquais cela dans des congrès quand je donnais des cours sur cette chirurgie. Tout d'abord, ce qu'il faut apprendre, voilà. Expliquer correctement aux patients les limites de l'opération. Cette opération n'est pas une opération miraculeuse. Ne bluffez pas. Je vois ça sur Internet. Garantie d'allongement de 4 cm, garantie de 6 cm. Mon Dieu, le chirurgien fait deux erreurs. Premièrement, il promet des choses qui sont impossibles, un gain de 4 cm, 6 cm en longueur. Et deuxièmement, il donne une garantie. Donc, si vous dites ces choses, ce genre de choses, l'attente du patient sera déjà élevée. Le patient s'adresse à vous en s'attendant à des résultats miraculeux. Et si vous dites aussi de telles choses, le patient pensera alors, bien sûr, qu'il y aura certainement un gain de 6 cm en longueur, car le médecin l'a dit et l'a garanti. Ce ne sera certainement pas le cas. Vous allez avoir certainement des ennuis avec le patient et le patient va intenter un procès contre vous. Vous me comprenez? Il y a des limites à cette chirurgie. Vous devez savoir les vraies limites de cette opération. Le gain en longueur est d'environ 2 à 3 cm. Si le patient n'est pas un homme noir, etc. Si son pénis ne mesure pas 20 cm, alors la longueur gagnée ne dépassera pas 2 cm. Il me demande, on nous a dit que la longueur gagnée est de 5 cm. Oui, il y a des patients dont les pénis ont gagné 5 cm en longueur. J'ai des photos de ces patients, mais ces patients ont certaines particularités anatomiques. Il y a eu un allongement de 5 cm chez ce patient, car sa structure anatomique lui a permis ça. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez promettre à tout le monde. Si vous dites que vous garantissez un allongement de 5-6 cm, alors vous le promettez à tout le monde. Et c'est faux. Ce n'est pas faisable. Si l'anatomie du patient convient, il y aura un gain de 5 cm, mais vous ne pouvez pas le promettre à tout le monde. Laissez-moi vous donner un exemple. Un de nos professeurs m'a adressé un parent. Au fait, j'étais à la fois fier parce qu'il m'a envoyé un patient qui était son parent, mais j'étais anxieux à la fois. Je me suis dit, j'espère qu'on pourra gérer ça, je ne veux pas perdre la face devant le prof. Bref, nous avons amené le patient au bloc opératoire. Au moment où j'ai fait l'incision en base du pénis lors de l'intervention, j'ai réalisé que le résultat serait extrêmement bon. Écoutez, c'était un cas très intéressant. Normalement, nous glissons la partie du pénis qui est devant l'os vers l'extérieur. C'est ainsi que nous obtenons l'allongement. Mais chez ce patient, j'ai vu que le pénis monte au-delà de son os, puis descend un peu, puis s'étire. La partie du pénis qui est en bas, c'est-à-dire le pénis avait la forme d'un anneau ou un fer à cheval et le tissu érectile s'étendait vers l'extérieur. Donc, le tissu que je pouvais faire glisser était le double de ce qui était prévu. C'est le seul patient que j'ai vu de ce genre. En fait, ce patient avait une variante anatomique. Le tissu à l'intérieur était trop. Par conséquent, la partie que nous allions glisser était également trop. Quand j'ai vu cette partie, j'ai dit que le résultat serait vraiment excellent. Que nous gérerions bien la situation et que cela fonctionnerait très bien. Écoutez, nous avons eu un très bon résultat dans ce cas. La longueur était vraiment anormale. Mais comment allez-vous promettre un tel résultat à tout le monde? Je vais vous dire que je n'ai plus jamais rencontré une telle anomalie. Ce patient était le seul avec ce genre d'anomalie, avec beaucoup de tissus à l'intérieur. Donc, ça arrive, mais vous ne pouvez pas promettre cela à tout le monde. L'opération a des limites normales. D'une part, les patients qui viennent me consulter me demandent « Professeur, est-ce que la taille de mon pénis est normale ?» Bon, en Turquie, la taille du pénis est considérée comme normale et entre 10 et 18 cm en érection.
La majorité des patients qui nous consultent sont des patients dont la taille du pénis est entre 11 cm et 14 cm. La majorité en Turquie varie dans cet intervalle. C'est l'intervalle d'un pénis de taille normale en Turquie. Dans ces cas, le gain en longueur sera de 2 ou 3 cm. Pour obtenir 3 cm de gain, il faut effectuer une liposuction autour du pénis. Lorsque vous tirez le pénis et que vous le rallongez, la différence sera de 3 cm. Mais, comme je l'ai dit, ce patient avait une variante anatomique, sa structure anatomique est adaptée à cet allongement. Il peut atteindre 5 cm, mais ce n'est pas valable pour tout le monde. Généralement, ce que nous pouvons promettre est un gain de 2 à 3 cm. De plus, comme je l'ai dit, permettez-moi d'ajouter ceci, nous n'utilisons pas le mot « garantie » pour aucun patient. D'après ce que j'ai écrit dans mon cahier, c'était une des choses que j'allais dire, ne tenez pas de garantie. Oui. En médecine, il y a des choses très étranges qui se produisent parfois. Donc, je veux dire, la situation du patient est mieux que prévu, c'est possible, comme dans le cas que je viens de mentionner. Cela nous mène à la même chose, le fait de ne pas donner des garanties. Oui, il s'agit d'une situation qui est en dessous de vos attentes. Alors, vous n'obtiendrez pas le résultat souhaité. Et vous ne pouvez pas donc donner de garantie en médecine. Vous pouvez obtenir des résultats absolument pas attendus. Permettez-moi de vous donner un exemple. Un médecin d'une autre ville, donc un collègue dans une autre région, qui était un professeur, m'a envoyé un message. Donc, nous sommes en train de faire des études, nous essayons de garder la graisse que nous avons injectée dans le pénis, etc. Donc, je parlais au téléphone et j'ai décroché. Il me dit, pour garder la graisse en vie, on y ajoute ceci, on y ajoute cela. Nous réalisons une étude à ce sujet. Est-ce qu'on peut vous le donner? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? Je lui ai dit, ne commencez pas cette étude car elle est fausse. Elle est complètement et fondamentalement fausse. Et les études menées de cette façon ont été publiées dans des revues médicales. Elles ont été publiées dans des revues médicales mondialement connues et sont désormais dans la littérature médicale. Donc, il existe de telles études, mais c'est totalement faux. Tout d'abord, la graisse que vous injectez dans le pénis ne doit pas être maintenue en vue. Ces cellules adipeuses ne doivent pas vivre, au contraire. C'est pourquoi nous disons aux patients de ne pas avoir de relations sexuelles après l'opération. Ce tissu adipeux lui-même meurt dans les 3 semaines suivant l'injection. Il meurt parce qu'il ne peut pas se nourrir. Vous injectez 66 cc de graisse autour du tissu de pénis qui fait 10 cm. C'est une quantité énorme pour cette région. Par conséquent, la graisse ne reste pas en vie, elle meurt et elle se transforme en tissu fibreux. Malheureusement, certains de nos collègues essaient de faire vivre le tissu adipeux par réflexe, un réflexe de chirurgie plastique. Cependant, la graisse ne devrait pas y vivre. Pourquoi un sujet si sûr? Parce que j'ai vu des cas où la graisse y a persisté, y a vécu. 2 de mes patients avaient la graisse qui persistait complètement dans le pénis. Est-ce médicalement possible? En fait, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas non plus comment la graisse a persisté là-dedans. Des choses impossibles arrivent parfois. J'ai vu le résultat où toute la graisse injectée persistait chez 2 patients. C'était un résultat mauvais. Ce n'était pas le résultat souhaitable. Certaines cliniques, certains spécialistes fournissent des efforts pour maintenir cette graisse en vie et ils mènent des études pour ça. Il y a des articles publiés à ce propos. J'ai même écrit un de ces articles et je l'ai publié sur le site web peniscerrahisi.com dans la section articles. Il y a beaucoup d'articles que je critique. Ces articles ont été publiés dans le monde entier. Ils sont entrés dans la littérature médicale, mais ils sont erronés. C'est complètement faux. La graisse ne devrait pas rester en vie. Mais, comme je l'ai dit, j'ai vu la persistance totale de la graisse chez ces 2 patients. Je connais le résultat, il est mauvais. Il vaut mieux ne pas mener des études sur ce sujet. La graisse ne devrait pas survivre dans le pénis. Il y a beaucoup de prévus pour cela. Je vais vous en expliquer brièvement les raisons. Quel était le problème avec les patients? D'abord, lorsque le patient est venu me voir pour la première fois, nous avons enlevé ses sous-vêtements pour l'examen. Honnêtement, je suis resté figé. Nous savons que dans les cas où nous injectons de la graisse, une partie se résorbe. Surtout si le patient se nourrit de graisse végétale. Je ne sais pas, huile de tournesol, huile de maïs, huile de noix, etc. S'il se nourrit de telle huile, la graisse se résorbe, nous y sommes habitués. Mais le patient est venu me consulter, nous l'avons examiné. Le patient a subi l'opération il y a 1 an, mais le pénis est devenu 2 fois plus épais.
La première chose que je lui ai demandé, est-ce que tu t'es fait opérer ailleurs, après moi? Je veux dire que quelque chose a été fait entre-temps. Je suis sûr que de la graisse a été quasiment ajoutée. Le patient le lit, mais il me dit qu'il a pris de poids. Le patient a pris de poids en une année. Puisque la graisse est restée vivante, il a également pris de poids. C'était très bizarre, la graisse est affectée par la prise et la perte de poids. La raison pour laquelle il m'est venu consulter est la suivante. Il y a eu un gonflement d'un côté du pénis. Il m'a dit qu'il voulait s'en débarrasser. Bon, c'était une situation très inhabituelle. Lors de la chirurgie, nous avons incisé et enlevé cette graisse. Quand la peau est ouverte, j'ai vu un tissu adipeux vivant, un tissu adipeux sciant, entouré par des vaisseaux sanguins qui ne ressemblent pas du tout à un tissu de fibrose. Une épaisse couche de graisse comme la graisse du ventre. On a pratiqué l'exérèse de cette graisse et on l'a envoyée au laboratoire pour un examen anatomique pathologique. Le résultat était un lipome. Regardez, le tissu adipeux est resté en vie et s'est transformé en tumeur graisseuse bénigne. C'est quelque chose de mauvais. La graisse était extrêmement molle. Et quand je l'ai touchée lors de la consultation avec des gants, j'étais sûr que je le touchais, mais mes doigts ne l'ont pas senti. Laissez-moi vous décrire sa texture. C'est une texture similaire à celle de la barbe à papa. Avez-vous déjà touché de la barbe à papa? Si vous la touchez comme ça, elle s'étendra. Elle va se fondre tout de suite. Son pénis avait cette texture. C'est ce qui arrive si la graisse reste en vie, ok? C'est pourquoi je préviens ses collègues, n'essayez pas de garder la graisse en vie, c'est une mauvaise idée. Normalement, il n'y a pas de graisse dans le pénis de toute façon. Prenez une personne normale, faites une biopsie sous-cutanée du pénis, examinez-la au microscope, vous ne trouverez pas un tissu adipeux. Pourquoi? C'est ça la raison. Il ne devrait pas y avoir de cellules adipeuses vivantes là-bas. C'est contre nature. Pourquoi injectons-nous de la graisse? Nous n'injectons pas de la graisse pour la garder en vie, nous injectons de la graisse pour qu'elle meure. Ce tissu se transformera en tissu de fibrose, il mourra. De toute façon, généralement, si on injecte 66 cc de graisse, elle ne vit pas, elle meurt et se transforme en tissu fibreux. Les cellules adipeuses résiduelles fournissent de la texture, de l'épaisseur. C'est la logique de cette opération. Mais comme je l'ai dit, les cliniques qui ne comprennent pas la logique de cette opération et le traitent avec un réflexe de chirurgie plastique générale disent toujours « gardons la graisse en vie, ajoutons ceci, ajoutons cela, gardons-la en vie ». Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche là-bas. Déjà, tant de choses dans les tissus érectiles sont exactement le contraire de ce qui est attendu. Je vais faire une vidéo séparée sur ce sujet. Pourquoi j'ai dit ça? Vous ne pouvez pas donner des garanties aux patients. Je n'ai pas injecté de la graisse pour qu'elle vive chez ce patient. Je l'ai injectée pour qu'elle meure. Mais toute la graisse injectée restait en vie. Ce qui lui est arrivé était impossible, mais il est arrivé. C'est un miracle. Non seulement dans ce type de chirurgie, mais aussi dans toutes les chirurgies, des choses peuvent se produire auxquelles vous ne vous attendez pas en raison de la nature de la personne. Beaucoup de choses bizarres se réalisent en médecine. Donc, ne donnez pas de garantie. Je pense que j'étais suffisamment clair. Je n'utilise pas le mot garantie que dans ces vidéos pour bien expliquer le sujet. Je n'utilise pas le mot garantie devant un patient. Si le patient me demande une garantie, je lui réponds « C'est quoi une garantie ?» Cela n'existe pas. Le mot garantie n'existe pas dans mon vocabulaire, je dis. Les patients se comportent parfois très intelligemment, essayant de tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'ils disent? « Docteur, il n'y aurait pas de problème, n'est-ce pas ?» Le résultat serait magnifique, n'est-ce pas? Ils vous demandent donc une garantie sans utiliser le mot. Soyez vigilants, ne donnez pas de garantie. Cela s'applique à chaque chirurgie, pas seulement à la pénoplastie. Revenons à nos moutons, laissez-moi vérifier d'abord. Bon, qu'est-ce qu'on dit aux patients en premier lieu? Expliquez correctement aux patients les limites de l'opération. Quelle est la deuxième étape? Faites l'opération correctement. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, certaines cliniques disent qu'elles ne font pas les opérations d'allongement du pénis. Bon, je m'excuse, mais les médecins dans ces cliniques ne comprennent rien de cette opération. Ils ne comprennent pas cette opération, sa nature, sa logique, sa philosophie, rien. Ils disent qu'ils ne sectionnent pas le ligament suspenseur, comme si c'était une chose terrible de sectionner le ligament. On dirait un tremblement de terre ou une crise économique. Mais non, le ligament suspenseur est le point le plus innocent de cette opération. Je m'excuse, mais tu ne le sectionnes pas parce que tu es un idiot, avec tout mon respect. Permettez-moi de le dire. Sectionner le ligament ne fait pas de mal.
Aucune complication ne se reproduit après les sections du ligament suspenseur. Il n'est ni vascularisé ni énervé. Comment cela pourrait-il être un problème? Même si vous le sectionnez exactement selon la technique classique décrite dans les livres, même si vous le sectionnez 100%, le pénis ne tombera pas. Ils n'ont jamais pratiqué cette opération. Ils ne connaissent pas le résultat. Ils disent n'importe quoi. C'est leur logique. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils injectent beaucoup de graisse. Et comme si ce sera mieux quand le pénis ressemble à une bûche de bois. Bon, je suis désolé, mais vous vous trompez à ce sujet aussi. Je voulais juste le dire directement à mes collègues qui font cela. Pourquoi? Car le résultat ne serait pas mieux si vous injectez excessivement de la graisse. Une fois que vous injectez une quantité excessive de graisse, cela crée une dysfonction érectile. J'avais l'habitude d'injecter environ 90 ici, mais j'ai arrêté lorsque certains de nos patients commençaient à avoir des troubles de l'érection. Pourquoi? Lorsqu'on injecte excessivement de la graisse autour du pénis, cela pourrait altérer la vascularisation du pénis. Une énorme couche épaisse de graisse l'entoure fermement, le sang ne circule plus dans les tissus intérieurs, surtout si le patient souffrait d'un trouble de l'érection avant l'opération. Si le patient souffre déjà d'un trouble de l'érection et vous injectez quand même 90 cc de graisse, alors l'érection serait impossible. Si vous ne faites pas les chirurgies d'allongement du pénis, mais vous voulez bien épaissir le pénis en injectant 100 cc de graisse pour qu'il ressemble à une bûche de bois, alors le résultat sera 2 fois plus mauvais. Vous allez certainement avoir des ennuis avec le patient. À part ça, il y a aussi une autre erreur commise. Malheureusement, ça m'est arrivé avec un patient. Je suis désolé, mais nous avons eu des difficultés avec ce patient depuis 2 ans et cela continue jusqu'au présent. Quelque part, encore une fois, ils ont fait un épaississement du pénis sans allongement. C'était assez moche. Un pénis comme une bûche de bois épaisse. J'ai dit au patient que nous devions retirer la graisse, c'est-à-dire rendre le pénis plus fin. Mais non, il est impossible de le faire après la transformation de la graisse injectée en tissu fibreux. C'était absolument pas possible. C'était totalement impossible. Que cela serve de leçon à mes collègues inexpérimentés. Donc, si vous recevez un cas de pénis trop épaissi, ne promettez pas de le rendre moins épaisse. Nous avons pensé que cela serait facile. Nous avons admis ce patient. Pendant l'opération, nous avons constaté que la graisse ne pouvait plus être enlevée aussi facilement car elle s'était transformée en tissu fibreux. Nous avons dû retirer complètement le tissu. Après cela, nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Le pot est devenu trop distendu, nous avons dû enlever de la peau, l'espace à l'intérieur était rempli de sang, etc. Nous avons eu des problèmes. Au bout de 2 ans, le pénis est enfin un peu récupéré, mais nous avons toujours des problèmes avec le patient. Alors, laissez-moi vous dire que je n'accepte pas de réparer les pénis épaissis ailleurs et qui ressemblent à une bouche. Et ne l'acceptez pas non plus. Car, dans ces cas, l'amincissement n'est pas possible. Il est nécessaire d'éviter l'injection excessive de la graisse dès le début. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont contre le sectionnement du ligament suspenseur, mais lorsqu'il s'agit de l'épaississement, ils exagèrent. Vraiment, je ne sais pas comment je vais convaincre mes collègues à propos de ce truc de ligament suspenseur. Je pense qu'ils disent qu'ils sont contre la section du ligament suspenseur pour attirer le patient et c'est devenu très populaire. Et les patients se disent que les médecins refusent de sectionner le ligament car il y aura de problèmes et ils échappent. Bon, je suis désolé pour eux. Il est conseillé dans les livres de sectionner le ligament suspenseur entièrement. Nous ne le sectionnons pas entièrement, mais à 80%. Et il y a une raison pour cela. Nous avons fait beaucoup de modifications dans cette opération au fil des années. Je pense qu'il est faux de sectionner complètement le ligament suspenseur. Je pense que la connaissance classique dans les livres, la définition classique de la chirurgie est erronée. Parce que lorsque vous sectionnez complètement le ligament, il n'y aura plus de support de bassin derrière le pénis. Car l'homme utilise son bassin pendant l'acte sexuel. Le pénis doit être devant le bassin, devant le pubis. Il doit y avoir un lien entre le bassin et le pénis. Quand il pousse le bassin par derrière, il doit aussi pousser le pénis en avant. Donc, si vous le sectionnez complètement, ce lien sera interrompu. Lorsque l'on pousse l'os du bassin en avant, le tissu érectile devient détaché.
Quelque part, il est nécessaire que le pénis reste attaché au bassin. Un autre problème est que lorsque vous sectionnez complètement le ligament suspenseur du pénis, ce dernier se dissocie complètement du tissu osseux. Quel pourrait être le plus gros problème? Il peut passer sous le bassin, le pénis peut être raccourci. Il peut s'enfuir à l'intérieur. Donc, le pénis doit rester attaché au bassin. Cette technique décrite dans les livres classiques est fausse. Elle n'est pas correcte. Il est nécessaire que la partie inférieure du ligament suspenseur du pénis soit intacte, ce qui aboutit à l'allongement et le fait de l'avoir détaché d'un os. Quand il se détache d'un os, le tissu érectile glisse vers le bas. Donc, ça ne sert à rien de le prouver ou de l'étudier. C'est déjà très plausible logiquement. Nous le faisons de cette façon depuis des années. J'effectue cette opération de cette façon depuis environ 2010. Nos patients sont extrêmement satisfaits. Je ne sais pas, je n'ai assez de vous le répéter. Eh bien, je n'ai marre d'en parler. Alors, les patients devraient aller consulter ce qu'ils veulent, ça ne me concerne pas. Mais comme je l'ai dit, ne venez pas me consulter après avoir subi une mauvaise opération d'épaississement de la part d'un médecin qui refuse de sectionner le ligament. Nous n'acceptons plus de le réparer parce que c'est très gênant. Un point important est le suivant. Lorsque vous informez les patients de l'opération, il est nécessaire de dire ce qui suit à propos de l'opération. Il y a certains points liés au succès de cette opération. Le point le plus important à cet égard est la structure de la graisse. La structure de la graisse prélevée de l'abdomen est très importante. Il est impossible de comprendre cela préalablement. On ne peut pas constater cela avec des clichés radiologiques ou un bilan sanguin. Cependant, lorsque vous enlevez la graisse de l'abdomen pendant la chirurgie, vous examinez l'intérieur de l'injecteur et vous pouvez voir l'aspect de la graisse. Si la graisse s'est avérée fluide, cela signifie qu'elle va se résorber. À l'intérieur de l'injecteur, on voit le tissu adipeux qui flotte dans l'eau. Si vous le filtrez, une partie de ce tissu s'écoulera. Chez ces patients, il faut dire que la graisse va nécessairement se résorber. Un peu. Et non pas toute la graisse injectée. Il faut dire qu'après 6 mois ou 1 an, il sera nécessaire d'envisager une autre injection de graisse. Que le patient le sache avant son entrée au bloc opératoire. Il doit en prendre conscience. Et quand vous sortez de la chirurgie, vous pouvez informer le patient de la qualité de la graisse. Parfois, ça fait du bien. Vous dites au patient que la graisse tiendra plusieurs années. Et parfois, vous dites qu'elle ne tiendra pas. Par exemple, il y a 2 mois, en octobre, je pense, donc, un patient de Moscou est venu nous voir. Le tissu adipeux que nous avons prélevé était extrêmement mauvais, extrêmement. On dirait que vous mettez la graisse dans un hachoir à viande, vous la divisez en petits morceaux et vous la jetez dans l'eau. Vous allez voir des morceaux de graisse qui flottent dans l'injecteur. Vous versez cette graisse dans une passoire et elle coule. Ce type de tissu adipeux est très mauvais. Quand nous sommes sortis de la chirurgie, nous avons interrogé le patient sur son alimentation. Qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous savez quel type de graisse est utilisé dans votre alimentation? C'est ce que nous avons demandé. La réponse du patient est la suivante. Je prépare mon propre dîner à la maison tous les soirs et j'utilise de l'huile d'olive. Cela correspond parfaitement à nos observations. La qualité de la graisse est mauvaise chez les patients qui utilisent de la graisse végétale dans leur repas. Elle est odémateuse, aqueuse et se résorbe facilement. Il est nécessaire d'avertir les patients à ce sujet avant la chirurgie. Nous ne savons pas comment la graisse sera. Si elle s'avère de mauvaise qualité, alors elle sera résorbée. Je dois vous dire depuis le début que vous viendrez dans 6 mois, 1 an, que vous devrez vous refaire injecter de la graisse et que cela sera coûteux. Et si vous dites que tout sera bien géré d'un seul coup et qu'il n'aura plus besoin d'une injection supplémentaire, alors vous aurez des problèmes avec ce patient. Il dira qu'il ne le savait pas et il sera surpris par le coût de la deuxième intervention. Les patients m'envoient des textos. Docteur, ça se termine d'un seul coup, non? L'épaississement et l'allongement persistent tout au long de la vie. Et je réponds non. Ça ne peut pas se terminer d'un seul coup. Vous devrez peut-être subir une deuxième chirurgie et cette chirurgie vous coûtera. J'écris ceci, car c'est la vérité. Si vous mentez au patient et dites que ça se fait en une seule fois et qu'il n'aura pas besoin de payer pour une injection supplémentaire, alors vous aurez des ennuis. Je n'ai pas besoin de vous expliquer en détail parce que c'est logique.
Un autre point dont je vous préviendrai est la suivante. Le pénis enfui. Le pénis enfui cause de vrais ennuis. Il y aura toujours un risque de rechute. C'est un cas problématique. On ne peut pas se traiter d'un seul coup. Il est nécessaire d'en parler au patient. Et vous devez également informer le patient que les résultats peuvent être décevants. Il y a une rechute, vous opérez à nouveau, mais vous ne pouvez pas obtenir le résultat souhaité et le pénis peut être enfui à nouveau. Cela m'est arrivé une fois avec un patient. Un cas du pénis enfui, je vous jure, nous avons tout essayé. On a opéré le patient 3 fois. Nous avons procédé à un allongement, mais il existe déjà des procédures supplémentaires. On a tout essayé. Quoi que je fasse, et en dépit de tous les efforts, le pénis ne sort jamais. Alors j'ai dit au patient la chose suivante. Donc, nous loupons absolument quelque chose. J'ai déjà fait tout ce qui peut être fait. J'ai essayé tous les trucs du monde qui ont été écrits dans les livres sur la chirurgie. J'ai même inventé et effectué moi-même quelques trucs pendant l'opération. Le pénis ne sort pas. J'ai dit au patient que je retournerai au livre et que je redirai à ce sujet. Nous avons consulté le livre. Dans le premier paragraphe de la section décrivant ce cas, quelque chose d'important a été écrit dans la première phrase. Ça peut passer facilement inaperçu. La définition d'un pénis enfui est la suivante. La taille du pénis est normale, mais il est caché à l'intérieur. Le pénis est masqué par le tissu. C'est la définition écrite dans le livre. Il y est écrit que si le pénis est court et enfui, alors il est impossible de le retirer. Le pénis est de taille normale et enfui. C'est la définition d'un pénis enfui. La raison pour laquelle le pénis est enfui chez le patient ayant un pénis de petite taille est qu'il ne s'agit plus d'un pénis enfui, il s'agit d'un micropénis. On ne peut pas tirer le pénis vers l'extérieur dans ce cas. Vous pouvez faire face à un tel cas également. Soyez très prudent lorsque vous rencontrez des cas de pénis enfoui. Ne donnez absolument aucune garantie au patient. Dites-lui que vous essayerez de retirer le pénis avec la chirurgie, que vous ferez tout ce qui est nécessaire, mais il s'agit d'un pénis court. Ce dernier peut être enfui à nouveau. Assurez-vous de l'écrire cela sur le formulaire de consentement. C'est important. Et parlez-en aux patients. Les patients ayant un pénis enfui sont un peu chanceux. C'est un danger imminent. S'il est court, alors il n'y a déjà aucun tissu que vous pouvez retirer, peu importe ce que vous faites. Vous ne pouvez pas faire sortir quelque chose qui n'existe pas. Le fait que le pénis soit enfui le rend vraiment masqué. Cela m'est arrivé avec un seul patient jusqu'au présent. J'ai réussi à avoir des résultats satisfaisants dans tous les cas de pénis enfoui, même si on n'arrive pas à retirer le pénis après la première ou la deuxième opération, le pénis est certes retiré la troisième fois. Mais avec ce patient, il n'est définitivement pas sorti. Et c'est pourquoi j'ai eu recours aux livres et je les ai relus. Ce qui est écrit dans la première ligne peut passer inaperçu. Dans la définition d'un pénis enfoui, il est dit que la longueur du pénis est normale, mais il est enfoui. Si c'est court et enfoui, alors c'est un cas différent. Alors ça entre dans le cas de micropénis, il ne faut pas l'opérer. Il n'y a pas de tissu que vous pouvez retirer qui est à l'intérieur. C'est un point très important. Avertissez le patient ayant un pénis enfui, c'est important. Un autre point important est de bien choisir le patient afin de ne pas avoir les ennuis. D'une part, si vous ne pouvez pas communiquer avec le patient, ne l'acceptez pas. Certains patients ne comprennent même pas ce que vous dites. Vous parlez en vain. Écoutez, ce n'est pas du racisme. On aurait dit que je généralise, mais les patients arabes, par exemple. Savez-vous que je n'ai jamais opéré les patients arabes qui sont venus me consulter? Beaucoup de patients arabes sont venus, je n'ai même pas opéré un. Quelle est la raison? Parce que je ne peux pas communiquer avec les patients arabes. Je leur explique. Je dis que je vais injecter 60 cc de graisse et ils disent « Docteur, injectez 120 ou 150 ». Ils veulent que leur pénis soit extrêmement gros, comme des bûches de bois, 1 mètre. Mais qu'allez-vous faire avec un tel pénis? Ce n'est pas logique du tout. Tous les patients arabes qui sont venus me voir étaient comme ça, donc je peux facilement faire ce genre de généralisation. Je veux dire à 100%. Tu ne peux rien leur dire.
Même si on peut obtenir un pénis si épais et si long, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas avoir des relations sexuelles avec une femme et c'est tout. Si nous en injectons autant, l'érection sera impossible, de toute façon. Qu'allez-vous faire avec un pénis si vous n'arrivez pas à avoir une érection? Il ne comprend pas. Un jour, l'un d'eux a jeté un œil sur le moniteur de l'ordinateur lorsque je lui montrais mes meilleurs cas. Le patient m'a dit, je vois aucune différence. J'ai eu les 9 en boule. Je lui ai dit, alors vous avez deux options. Soit vous avez un trouble de vue et vous ne pouvez pas bien voir le moniteur et vous devez consulter un ophtalmologue, soit vous ne devez pas subir cette chirurgie. Si ces résultats ne sont pas satisfaisants pour vous, alors vous ne devez pas subir cette chirurgie. À quoi ça sert un pénis aussi gros que la jambe et qui ressemble à un bâton de bois? C'est illogique. D'une part, si vous ne pouvez pas communiquer avec le patient, ne l'acceptez pas. C'est très important. Vous acceptez le patient, vous l'opérez, et il y a déjà une limite à ce que vous pouvez faire. Le patient ne serait pas satisfait, c'est évident. Il pense à une autre chose, une chose de fantastique. Peu importe ce que vous faites, vous n'obtiendrez pas de résultat, vous allez certainement avoir des problèmes avec le patient. Ne vous attirez pas de nuit pour rien. De plus, il y a des patients qui n'acceptent rien. Ils disent « Je ne veux pas ça, je le veux de cette façon, pas ça, mais celui-là, je ne veux pas une anesthésie générale mais locale, je ne veux pas d'épaississement mais juste l'allongement, ce n'est pas faisable, etc. » On ne peut pas faire seulement l'allongement. De toute façon, ils n'acceptent rien. Et si nous essayons de faire ce qu'ils disent, nous aurons le résultat d'un travail bâclé absurde. J'explique et je leur dis que les deux interventions sont nécessaires. Par exemple, ceux qui veulent juste un allongement. Si l'allongement est effectué seulement, alors l'opération sera ratée. Par exemple, il y aura un effondrement aux bases du pénis. Le gain en longueur sera 2 cm. Un gain de 2 cm seulement ne satisfera pas le patient. Il est également nécessaire d'injecter de la graisse dans la zone effondrée aux bases du pénis où on doit les remplir. Sinon, le résultat serait mauvais. Le patient insiste qu'il ne veut pas d'injection de graisse. Il veut juste avoir un allongement. Alors je dis, laisse tomber. Ou il veut que l'anesthésie soit locale et non générale. Comment est-ce possible? Nous enlevons de la graisse de tout l'abdomen, allons anesthésier toute la zone de ventre. Un jour, un interne en médecine est venu me consulter. Il était un étudiant, un interne. Dès qu'il est arrivé, nous n'avons pas nous mettre d'accord sur rien. Sur absolument rien. C'est pas que je dis, je ne le veux pas comme ça, je le veux comme ça. Dernièrement, il a dit quelque chose de stupide. Il a dit qu'il voulait subir l'opération et qu'il paierait les frais après, et qu'il ne paierait pas avant l'opération. Pourquoi? On s'endette au moment où je commence à faire l'opération, au moment où on commence à administrer des agents anesthésiques. D'une part, cette opération a un certain coût. Donc, il faut accepter ce coût, à payer d'avance. Sans compter la taxe, les frais liés à l'hospitalisation et à l'anesthésie. Aussi, je paye une somme d'argent à l'infirmière, le matériel utilisé, les médicaments anesthésiques, ils doivent être payés. Je suis exposé à un endettement. Le coût de l'opération, quel qu'il soit, doit être payé avant l'opération. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas entrer au bloc opératoire sans payer les frais de la chirurgie. Mais non, il insiste qu'il paierait plus tard. Je vous jure, ça m'a mis en colère. Je n'ai plus de casser. J'ai dit, mon frère, tu connais le film Matrix? Si tu regardes cette vidéo, oui, je parle de toi. Je veux que tu saches. Parce qu'il a vécu la même chose. J'ai dit, tu connais le film Matrix? Il y a une réplique dans le film Matrix. Neo n'accepte pas ce qu'il est dit. Quand il montre en voiture, ils arrêtent la voiture, ils disent Our way or the highway. Vous pouvez soit suivre notre chemin, soit prendre l'autoroute et vous pouvez vous faire foutre partout. Vous me comprenez? C'est ce que je l'ai dit au patient. J'ai dit, soit tu fais ce que je dis, soit je dis au revoir. Au revoir. Partout où il va. C'est la règle et elle n'est pas discutée. Il n'y a pas d'allongement sans épaississement. Ces chirurgies s'effectuent sous anesthésie générale, même sous anesthésie rachidienne. Lorsque la moitié inférieure du corps est anesthésiée, il ne peut pas y avoir une suppression totale de la sensation dans la zone de l'abdomen. Alors vous pouvez sentir des douleurs pendant la chirurgie. C'est pour ça qu'on l'a fait sous anesthésie générale. Les frais sont facturés avant l'opération. Nous commençons à courir sous les dettes dès le début de votre opération. Pourquoi devrais-je courir ces frais? Vous me comprenez?
Si vous ne pouvez pas communiquer avec le patient, alors il peut s'en aller. Highway. Au revoir. C'est un sujet vraiment ennuyeux. Bref, en fin de compte, ce que je veux dire, il faut tirer les ficelles. Si vous donnez le contrôle au patient, ce sera le quoi? Des choses ridicules arrivent. Le patient doit accepter certaines choses. Et s'il n'accepte pas, il peut aller parler à un autre médecin. Les patients que vous ne devriez pas accepter aussi dans la pénoplastie sont les patients très faibles. Malheureusement, certains patients qui viennent me consulter sont très minces. Cette semaine, j'ai refusé un tel patient, je suis désolé. Parce qu'il n'y a pas de graisse autour de la taille et dans l'abdomen ou sur les jambes. D'où allons-nous la prélever? Je veux dire, si j'accepte d'opérer ce type de patient, c'est moi qui vais rencontrer des difficultés. C'est moi qui vais creuser sous la peau de droite à gauche pour trouver de la graisse. Les patients doivent avoir assez de graisse. S'il n'y a pas de graisse, malheureusement, la chirurgie ne peut pas être réalisable. Il est nécessaire qu'il y ait assez de graisse dans l'abdomen pour que vous puissiez retirer une quantité de substance ici. Même s'il n'y a pas assez de graisse dans la zone du ventre, nous la prélevons de la hanche. Il doit y en avoir dans les hanches, mais certains patients utilisent des brûleurs de graisse, pratiquent du sport, accordent beaucoup d'attention à l'alimentation, etc. N'acceptez pas ces patients. Sans réserve de graisse, cette opération est impossible. Un autre groupe de patients qui ne doivent pas être acceptés sont les patients ayant des problèmes psychologiques. Le patient est schizophrène, par exemple. Il prend trop de médicaments. Tu ne sais pas ce que ce patient va penser après l'opération. Même si vous réalisez l'opération avec succès et même si vous obtenez un très bon résultat, le patient peut ne pas le percevoir de cette façon. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans la tête. Surtout en cas de schizophrénie. Il est nécessaire de ne pas accepter ces patients. Écoutez, ce n'est pas de la discrimination. Le patient doit avoir une psychologie suffisamment saine pour percevoir le résultat de l'opération. Sinon, ne faites pas la chirurgie. Le patient est en bonne forme physique, vous réalisez son opération, vous avez un bon résultat, mais cela ne sert à rien. Si le patient n'apprécie pas le résultat, s'il ne s'en aperçoit pas, peu importe le résultat que vous obtenez, vous allez avoir des problèmes avec le patient. C'est aussi simple que ça. N'acceptez pas le cas tel que la schizophrénie. Parfois, on reçoit des patients qui sont médecins en consultation. La majorité des patients médecins qui viennent souffrent de tels cas de problèmes. En d'autres termes, le fait que le patient soit médecin ne signifie pas qu'il est épargné face aux troubles psychiques. L'homme pourrait être à la fois médecin et être traité pour la schizophrénie. Nous avons vécu une telle chose une fois. Le patient est venu, il avait l'air parfaitement normal, il remplit le formulaire de consultation, nous avons fait son examen, nous avons fixé une date, il n'a pas mentionné la schizophrénie ou les médicaments qu'il prenait. Le jour J, il est arrivé à l'hôpital accompagné de sa mère. Il avait l'air confus et troublé. Je me demandais s'il avait pris un médicament. Est-ce qu'il a demandé à sa mère s'il y avait un médicament qu'il utilisait? La femme a sorti un sachet de son sac, un sachet plastique plein de médicaments. Elle a dit, vous parlez de ça? J'ai dit, quels sont ces médicaments? J'ai vu des antipsychotiques. Ce sont des médicaments pour traiter la schizophrénie. Des troubles schizophréniques ont été diagnostiqués chez ce patient. Heureusement, j'ai remarqué sa confusion, j'ai demandé à sa mère, elle a sorti un sachet de son sac et m'a montré les médicaments. Comme je l'ai dit, si le patient souffre de ce type de problème, on ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas juste. Peu importe le résultat obtenu après la chirurgie, le patient doit s'en rendre compte et l'apprécier. S'il est dans un état psychologique qui ne lui permet pas de juger le résultat, alors ne faites pas l'opération. Vous aurez des problèmes. Pour qu'il n'y ait pas de problème entre vous et les patients, l'une des choses que vous devez faire est de bien communiquer avec les patients. Regardez. Je suis toujours joignable par téléphone portable. Je suis toujours en contact avec mes patients, soit par WhatsApp, Messenger, courrier, SMS. Mon téléphone est toujours avec moi, même quand je dors la nuit. Parfois, des patients à l'étranger m'envoient des textos à 3 heures du matin via WhatsApp. Je leur réponds si j'entends la notification de message, je vous jure.
Vous devez soutenir les patients après l'opération, parce qu'ils peuvent poser beaucoup de questions. Je les ai enregistrées sous forme de vidéos que j'ai publiées sur le site. Par exemple, un patient me demande « Docteur, il y a un gonflement sur le gland du pénis. J'ai retiré les bandages, la partie inférieure du gland est gonflée. Alors pourquoi ?» C'est parmi les questions les plus courantes, par exemple. Il faut informer le patient que c'est normal et que la pression d'un œdème post-opératoire est possible. Où s'installe l'œdème? Il s'infiltre au point le plus bas. Il s'y accumule. Le pénis est aussi un tissu qui pend vers le bas, le bas du gland du pénis, l'œdème s'accumule là et cause le gonflement. Le patient doit être informé qu'il ne faut pas paniquer. Autrefois, un hôpital a demandé mon aide. Ils m'ont demandé d'effectuer les chirurgies de l'agrandissement du pénis dans leur clinique. J'ai dit d'accord, on faisait cela pendant un moment, puis ça s'est arrêté. J'ai compris plus tard, j'ai découvert pourquoi les patients ne venaient plus. Ils ne voulaient pas que les patients me connaissent. Si le patient rencontre un problème, ou s'il veut me recommander à un ami, ils veulent qu'il vienne aux cliniques. Les patients ont appelé l'hôpital après l'opération en se plaignant du gonflement et de l'œdème qui s'accumule sur le gland du pénis. Ils n'ont pas non plus répondu adéquatement à ces patients. Ils ne pouvaient donc pas les soutenir et ils ne m'ont pas tenu au courant parce qu'ils ne veulent pas que les patients me connaissent, car si le patient me connaît en personne, alors il va me recommander à ses amis. La deuxième raison est que les cas qui arrivaient à la clinique payaient le triple de ce que je gagnais des opérations que j'ai réalisées dans cet hôpital. Ils gagnaient 3 fois plus que ce que je gagnais. Bien sûr, je ne le savais pas à l'époque. Ils n'ont rien dit aux patients pour qu'ils ne les attrapent pas par le col quand ils apprennent la différence. Pourquoi j'ai payé tant d'argent? Puisqu'ils ne pouvaient pas répondre et puisqu'ils ne pouvaient pas soutenir les patients, alors ils ne pouvaient pas gérer les situations et ils ont arrêté. Vous me comprenez? Vous devez absolument répondre aux questions des patients et les soutenir. Les patients doivent pouvoir vous joindre tout le temps. Si vous ne pouvez pas fournir un tel soutien, si vous ne pouvez pas répondre aux questions des patients, vous aurez à nouveau des problèmes. Le patient doit absolument pouvoir joindre son médecin et obtenir une réponse. J'ai le téléphone dans les mains tout le temps. Je le mets à côté de moi la nuit quand je vais me coucher. Je reçois des messages à 3h et 4h du matin. Et parfois, il y a des gens qui m'appellent à 3h du matin. Permettez-moi de vous en parler. Le patient appelle d'un numéro que je ne connais pas. Je décroche, je dis « Qui es-tu » Il me répond « Docteur, j'ai vu votre site web et je voudrais vous demander quelque chose. » Je lui dis « Alors, je vais te réprimander maintenant. Est-ce que tu appelles tes amis à 3h du matin? J'ai une opération demain matin. Donc, tu viens de me réveiller, alors tu as perturbé mon sommeil. » Il dit « Voilà, je suis désolé, mais comment? Tu ne sais pas qu'il est 3h ici. S'il te plaît, appelle-moi demain à midi et je raccroche. » Et puis, il y a les idiots qui font sonner mon téléphone et raccrochent à 1h ou 3h du matin. Ils pensent que je les rappelais quand ils font ça. De toute façon, je les bloque directement. Après tout, il est important de soutenir les patients. Le patient devrait pouvoir vous contacter à tout moment et vous devriez pouvoir répondre à ses questions après l'opération. Ils envoient des photos sur WhatsApp, vous examinez l'image et vous répondrez. Vous devez fournir des conseils aux patients et leur faire des suggestions. C'est important. Sinon, comme je l'ai dit, le patient panique pour rien, il pense du mal de vous et il va se plaindre du fait qu'il ne peut pas rejoindre son médecin. Il est très important de soutenir le patient, il faut que vous soyez exigeant. Ce que j'ai mentionné plus tôt dans les vidéos, une deuxième injection de graisse peut s'avérer nécessaire. Si la qualité de la graisse est mauvaise, une deuxième injection de graisse peut s'avérer nécessaire. Il y a un ou deux autres cas où une deuxième injection de graisse peut être nécessaire. Tout d'abord, les pénis rétractés. Si le pénis du patient est rétracté, ce qui est populairement connu comme l'atrophie du pénis, qu'est-ce que ça? Quand il est flaccide, le pénis peut trop se retirer et se rétrécir. Parfois, il mesure 1 cm. Quand un pénis mesure 1 cm au repos et 18 cm en érection, il s'agit d'un pénis rétracté. Si le tissu érectile peut se rétrécir autant, il se rétrécira également après l'injection de la graisse. Les boules de graisse sont collectées les unes sur les autres.
Elle s'accumule couche par couche. Que se passe-t-il? La graisse donne une forme bombée égale B au pénis en érection et elle s'accumule dans certains endroits alors que le reste des endroits reste vide. Il est également nécessaire de faire une deuxième injection chez ce patient. En d'autres termes, s'il s'agit d'une atrophie pénienne, c'est-à-dire d'un pénis rétracté, si le pénis se rétrécit, si la peau se plie, alors la graisse que vous allez injecter va donner un mauvais résultat. Il est également nécessaire de faire une deuxième injection chez ce patient. Le résultat s'améliore généralement après la deuxième injection. Je veux l'accord. Une autre raison, c'est ce que j'appelle la déformation de l'anneau invisible. Je l'ai mentionné dans une vidéo intitulée « Les troubles cutanés qu'on rencontre dans les chirurgies d'agrandissement du pénis ». J'ai tout expliqué dans cette vidéo. D'habitude, ça se passe inaperçu à l'examen. À l'examen, le pénis ressemble à un pénis normal. Il ne semble pas y avoir de problèmes cutanés. Pendant l'opération, on injecte la graisse quelque part dans le pénis, sur l'espace généralement au milieu. La zone reste si serrée, comme s'il y a un anneau invisible. On injecte la graisse partout dans le pénis, mais cette zone ne prend pas de volume. On observe un problème d'élasticité de la peau. En fait, on demande aux patients s'ils portent une bague ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a des trucs qui ressemblent à une bague et qui sont utilisés pour maintenir l'érection le plus longtemps possible. Ils ont tous nié, ils ont dit qu'ils n'utilisent pas une telle chose. C'est probablement une sorte d'anomalie congénitale. La peau ne s'y étire pas et reste serrée. En fait, même si on injecte la graisse directement dans cette zone étroite, elle ne prend pas de volume quand même. Elle ne s'étire pas. Alors, il est nécessaire de faire une deuxième injection chez ces patients aussi. Il est nécessaire de forcer cette partie restante serrée avec une deuxième injection afin qu'elle s'étire et que le pénis soit plat au-dessus. Dans ces cas, une deuxième injection de graisse peut également être nécessaire si le patient souffre d'un tel problème. Il faut l'expliquer dès le début. Ce sont des cas qu'on ne rencontre pas souvent, mais le patient doit en être informé. Et il y a certaines choses que le patient pourrait vous cacher. Il pourrait ne pas être honnête avec vous. Malheureusement, vous devez le savoir vous-même. Par exemple, nous avons récemment reçu un patient. Pendant le prélèvement du sang, le patient nous a demandé le type de bilan sanguin qu'on va effectuer. Nous avons appris ça plus tard. Ensuite, les bilans ont été effectués et il s'est avéré que le patient était séropositif. Nous n'acceptons pas les patients atteints du VIH car nous n'avons pas les outils spéciaux tels que des gants chirurgicaux de protection qui ne se percent pas. C'est pour cela que nous n'acceptons pas de tels patients. Nous avons envoyé le sang prélevé du patient pour un test de confirmation. C'est un test coûteux qui montre avec certitude si le patient est séropositif. Et le résultat du bilan était positif. Nous avons annulé la chirurgie, puis nous sommes allés dans la chambre du patient, nous avons dit, nous avons annulé votre chirurgie parce que vous êtes séropositif. Il m'a dit, non docteur, je ne suis pas séropositif. Le résultat de recherche d'ARN VIH plasmatique était négatif. Et comment avez-vous su que le résultat de recherche d'ARN VIH plasmatique était négatif? Parce que le patient était séropositif. Il était sous traitement antirétroviral, je le savais, car les patients sous traitement antirétroviral sont suivis par dosage de l'ARN viral, alors que le patient savait qu'il était séropositif. Mais il ne nous a jamais dit, il a caché les vérités. Et lors de l'hospitalisation, il a demandé au technicien de laboratoire la nature du bilan sanguin effectué, s'agit-il d'une sérologie de VIH? Il a rusé. Regardez, le fait de ne pas nous le dire constitue déjà un crime en tant que tel. Autrement dit, si le patient est séropositif et s'il n'en parle pas à son équipe de soins, alors c'est considéré comme un crime. C'est mentionné dans le code criminel. Si nous portons plainte contre ce patient, alors il pourrait avoir des ennuis. Car il savait que le résultat de recherche d'ARN VIH plasmatique était négatif. Il était conscient de sa séropositivité. Il nous a caché cela. Ensuite, nous avons demandé au patient de payer le coût de test de confirmation VIH. Il a dit, pourquoi dois-je payer pour ça? Tu dois payer, mon frère, parce que tu nous as caché ta situation. Nous avons fait ce test car nous étions obligés. S'il m'avait dit cela dès le début dans le cabinet qu'il était séropositif, on n'aurait pas l'amené en chirurgie de toute façon. On ne lui fixerait même pas une date pour la chirurgie. Vous me comprenez? Ces dépenses ne seraient pas du tout nécessaires. Nous n'allions pas à rassembler une équipe, à fixer une date pour la chirurgie à l'hôpital et à réserver une chambre. Et le patient nous demande pourquoi les frais de ce test ont-ils été facturés. Les frais ont été facturés parce que tu es la raison de tout ça. C'est aussi simple que ça. Le patient nous a caché tout cela. Vous me comprenez?
Bon, oublions cet incident. Par exemple, un autre patient est venu me consulter pour le problème suivant. Il a eu une injection excessive de graisse dans une autre clinique, son pénis est devenu si épais comme une bûche. J'ai informé le patient que l'amincissement n'est pas possible, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons vécu cela avec un patient, on a tout essayé, et amincir le pénis n'est pas possible. Je lui ai dit que seulement l'allongement du pénis était possible, pour que son apparence soit plus naturelle avec l'allongement. Nous avons fait l'opération, mais le patient nous fréquentait souvent, il créait toujours des problèmes, il nous a dit qu'il n'était pas content du résultat, il nous fréquentait tout l'été, et puis il est venu en septembre et il a craché le morceau. Il nous a dit qu'il irait épouser une fille vierge, il ne savait pas quoi faire avec un pénis si épais. S'il m'avait dit tout cela dès le début, en février ou en mars, je n'aurais pas fait l'opération de toute façon. Nous n'avons jamais dit que nous n'allions rendre le pénis moins épais, nous n'avons pas promis de le faire, nous avions dit que nous n'allions pas le faire. Il ne m'a pas parlé de la fille vierge. J'ai dit, alors c'est ton problème. Vous me comprenez? Les patients peuvent cacher ce genre d'informations de vous. Il faut bien mener une anamnèse et farfouiller pour découvrir tout ce que le patient vous cache si vous soupçonnez quelque chose. C'est une tâche difficile, malheureusement, bien sûr, mais tout simplement, nous n'avons pas le choix. Si vous suivez ces suggestions autant que vous le pouvez, vous n'aurez pas d'ennui avec le patient. Donc, ces conseils, ces recommandations sont le résultat de 16 ans d'expérience acquise dans ce domaine. Que cela vous serve de leçon, gardez ces conseils dans un coin de la tête. Une suggestion que j'ai dû en fait mentionner au début de cette vidéo, bon, je l'ai oublié. Dans les opérations d'agrandissement du pénis, le pénis doit mesurer entre 9 et 10 cm au moins, disons 10 cm. Écoutez, nous ne faisons pas de mesure dans cette chirurgie. Parce que j'ai expliqué pourquoi nous ne mesurons pas le pénis dans une vidéo séparée, vous pouvez les regarder. Les critères à suivre en ce qui concerne la taille du pénis. Il faut que le patient enfonce bien les règles au niveau du haut du pubis et qu'il mesure la taille du pénis en érection. S'il mesure moins que 10 cm, alors l'opération ne donnera aucun résultat. Que l'allongement n'est pas possible, car vous ne pouvez pas glisser le tissu interne vers l'extérieur. Si le patient dit que son pénis fait 10 cm et plus, nous acceptons de faire la chirurgie, car nous pouvons obtenir un bon résultat. Je n'ai parlé dans l'un des articles que j'ai écrits dans le site web Millied. Quels sont les bons candidats et les mauvais candidats pour cette opération et qui ont vraiment besoin de la subir? Les patients qui ont certainement besoin de subir cette chirurgie sont les patients ayant un pénis qui mesure 10 cm. Pourquoi? Car la taille du pénis chez ces patients est juste en dessous des limites normales. Mais en même temps, le résultat est dans la limite de ce qui peut être réalisé. Je recommande à ces patients de se faire opérer et de saisir cette chance, car il n'existe pas une autre solution, parce qu'ils sont à la limite inférieure de la normale. Il serait utile au patient, même si son pénis de 10 cm devient entre 10 et 10,5 cm, et ce serait encore mieux si vous faisiez un épaississement aussi. Mais si la taille du pénis est inférieure à 9 cm, disons 7, 8, 9 cm, alors ce type de patient ne peut pas bénéficier de l'allongement. Chez ces patients, seul un épaississement peut être effectué. C'est ça mon conseil. Parmi toutes ces recommandations, surtout, ne donnez pas le contrôle aux patients. Je travaille dans le secteur privé depuis 20 ans. J'ai fini mon résidenat en 2000. Pendant toutes ces années, c'est la règle numéro 1 que j'ai appris. Numéro 1. C'est la chose la plus importante. Ne jamais donner le contrôle aux patients. Les patients veulent dominer toujours. Bien sûr, c'est normal. Mais que se passe-t-il si vous donnez le volant à un enfant dans une voiture qui va vite? Soit vous tombez du haut de la falaise, soit vous foncez dans un mur. Donner le contrôle au patient est la même chose en matière chirurgicale. Le patient dit « Je ne veux pas ça, faisons cela ». Ce n'est pas un expert, c'est un patient. Mais il veut toujours agir à sa guise. Non, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça. C'est ce que vous devez dire aux patients. Cela ne se passe pas comme vous le souhaitez. Nous ne discutons pas les exigences médicales. Vous devez dire que nous devons nécessairement suivre les exigences médicales.
Sinon, que veulent les patients? Permettez-moi de vous donner l'exemple le plus simple. Le patient me dit qu'il n'a pas beaucoup de temps, qu'il reviendrait demain matin pour la consultation, il voulait se faire opérer dans l'après-midi et revenir le soir. Regardez, un ami médecin inexpérimenté pourrait peut-être accepter cela, parce qu'il veut gagner de l'argent puisque le patient est déjà venu. Il pourrait accepter de dire « faisons votre examen le matin et l'opération l'après-midi ». Mais si le patient rencontrait des problèmes, il porterait plainte contre le médecin. Permettez-moi de vous le dire, la première chose qu'il dira. Il m'a opéré le jour même de l'examen, il ne m'a pas assez informé. Je vous jure, c'est comme ça qu'il porterait plainte contre le médecin. Je réponds aux patients, même mes proches et ceux que je connais, et mes anciens patients qui m'écrivent et me disent « Docteur, notre patient veut venir tout de suite et se faire opérer ce jour-là. » Je lui réponds directement. Ma réponse est non, jamais. Parce que ce n'est pas légal. Le patient doit venir au moins un jour avant l'opération pour être examiné par le docteur. C'est le moyen légal. Sinon, comme j'ai dit, si vous laissez le patient dominer, le patient utilisera chaque point de ces règles que vous avez violées contre vous. Et ce sera à votre défaveur. C'est la leçon la plus importante que j'ai apprise pendant toutes ces années dans le secteur privé. N'approuvez absolument pas ce que dit le patient. Attention, ce sera mieux si vous n'opérez pas. Vous éviterez beaucoup de problèmes. C'est plus important que le profit matériel. À quoi servent les lois de toute façon? Vraiment, à quoi servent les lois? C'est le but des lois, non? Le patient doit être examiné au moins un jour avant la date fixée pour la chirurgie. Comme je l'ai dit, si vous opérez et un problème se produit, le patient dirait que vous avez opéré directement le jour de l'examen. Un patient est récemment venu à la clinique. Je suis allé voir ce qui s'est passé. Le patient était si cabochard, il est venu se plaindre d'un gonflement juste 3 semaines après la chirurgie et des points de suture aussi. C'était quelques jours après l'opération. Et des points de suture aussi. C'était quelques jours après l'opération. Il était en colère. Il m'a déjà quelque chose comme « tu ne me vas pas assez informé ». J'aurais lui répondu d'un coup de tête. Je parle avec les patients pendant 2 heures dans ma clinique. 2 heures. Autrefois, je parlais encore plus longtemps. Je leur informe de n'importe quel sujet. Je leur parle de tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo. Je vous conseille de regarder mes vidéos. La durée totale de toutes les vidéos que j'ai partagées sur ma page web, à l'exception des dernières vidéos, est de 7 heures, divisée en plusieurs sujets. Vous pouvez cliquer sur les vidéos et regarder n'importe quel sujet qui vous intéresse. J'ai un site web, j'ai écrit des articles dans le site web Milliet, etc. Je rencontre le patient à la clinique, je lui explique tout depuis le début, mais il me dit toujours que je n'ai pas assez informé, ça m'énerve trop. Vous me comprenez? J'ai eu les nerfs en boule. Je crevais d'envie de le gifler, vous me comprenez? Donc, voilà mon conseil aux collègues chirurgiens, en particulier aux nouveaux collègues inexpérimentés. Ne découvrez pas l'Amérique à nouveau. Ne donnez absolument pas le contrôle au patient. Il y a certaines exigences médicales, il y a certaines règles, principes, lois. Veuillez les suivre. Respectez bien ces règles. Sinon, chaque règle que vous violez pourrait jouer en votre défaveur et vous gêner. Comme je l'ai dit, cette vidéo s'adresse davantage à mes collègues chirurgiens. J'espère qu'ils la regardent, qu'ils fassent attention à tous les conseils que j'ai mentionnés. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.